CODAF, votre coopérative de drainage et d'aménagement territorial à Belvigny présente l'émission Si nous s'aimions. Julien Martineau. On vous retrouve pour la troisième partie de l'émission. Donc je reçois donc Ludovic Navarre, président du conseil de surveillance du groupe CODAF. Bonjour Ludovic. Bonjour à tous et toutes. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours ou nous présenter ton parcours ? Alors oui, alors tout d'abord donc j'ai une formation donc Navarre Ludovic. Donc j'ai une formation de BTS Axe donc que j'ai eu en 2006. Donc c'est tout ce qui est conduite des systèmes d'exploitation agricole. Donc c'est surtout orienté gestion des systèmes d'exploitation. Donc par la suite, une fois que j'ai eu mon BTS, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années au sein d'un semencier international. C'était peut-être le même, non ? Je ne sais pas. Et puis par la suite, donc en 2016, j'ai décidé de reprendre moi aussi une exploitation familiale pour le coup, en grande culture, sur 2 sites. Donc un qui est irrigué et drainé en partie, et l'autre qui ne l'est pas, mais qui ne nécessite pas, pardon. Et pour les cultures, moi aujourd'hui, mis en place sur l'exploitation, ça tourne autour du blé, de l'orge, du colza, févrole, maïs, irrigué en partie, et puis haricots, dont une partie en vente directe. Et tout ceci conduit en partie en agriculture de conservation des sols, c'est-à-dire que je ne travaille plus les sols, enfin le moins possible, et une partie en semi-direct. Voilà. D'accord, donc effectivement, c'est sur quel secteur géographique du coup ? Alors sur les secteurs des essers en bocage, ouais. Et puis j'ai un autre secteur, enfin une autre structure sur le secteur des achats. D'accord, voilà. Ok, un peu plus proche du littoral. Les sols sont peut-être un peu différents ? Complètement. Ouais. Donc c'est sur les essers que vous irriguez ? Oui. Et sur la Montachère ou sur lequel vous êtes en... C'est des sols un peu plus, on va dire, hydromorphes. Donc okay. Là, ça ne nécessite pas forcément d'irrigation. Plus de drainage, mais je pense qu'on va y revenir. Oui. Alors au sein de votre statut au sein de la CODAF, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la CODAF ? Alors il y a des gens qui connaissent. Oui. Alors pour vous présenter un petit peu la CODAF, donc c'est une coopérative de drainage agricole qui a été construite, enfin mise en place en 1969 par des agriculteurs au service des agriculteurs. À la base, c'était pour améliorer justement le foncier agricole qui était donc très mouillé pour pouvoir avoir des cultures et pour pouvoir produire. Donc ça a été un petit peu la base et les fondamentaux de la structure. Donc elle est gérée aujourd'hui par un conseil d'administration. Donc principalement c'est des agriculteurs, on est tous agriculteurs au sein du conseil d'administration. Et dans ce conseil d'administration, il y a en gros on va dire 2 pôles. Il y a un conseil de surveillance que je préside avec les membres à mes côtés, et un conseil du directoire géré, donc piloté par mon collègue Philippe Mounier, qui lui en fait gère plutôt on va dire les affaires courantes et prend les décisions stratégiques. Et nous derrière au niveau du conseil de surveillance, on valide ou pas les décisions qui sont prises par le conseil du directoire. Ok. Ce début d'activité, est-ce qu'elle a eu un lien avec le remembrement qui est apparu sur le territoire peut-être un petit peu plus tard ? Oui. Ça a permis de dynamiser un petit peu les structures. Ouais. De faire des parcelles aussi peut-être plus homogènes, de mettre en place le drainage par la même occasion ? Bien sûr, souvent de fois, c'est des choses qu'on a retrouvées un petit peu dans les mêmes périodes. Parce que les premiers drainages en France, enfin sur le secteur, hein, surtout pour la CODAF, les drainages datent des années, la grosse période des années 80-85, là où il y a eu les premiers remembrements, quoi. Ça a permis de, comme on disait tout à l'heure, de produire, parce que c'était un peu le but, et puis d'avoir un revenu garanti derrière. Parce que moi je le vois sur 2 sites, l'un qui est drainé, l'autre qui ne l'est pas, il y a quand même une sécurité qui est accrue avec le drainage, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, ça permet effectivement d'être plus efficient effectivement dans la gestion de l'eau et des cultures. Tout à fait. Alors en plus, peut-être encore plus pour vous qui êtes dans la conservation des sols, sur lesquels tous les paramètres en fait sont surveillés, je suppose, comme le lait sur le feu, quoi. Exactement. Et en plus, en conservation des sols, ça permet d'avoir une dynamique au niveau des sols, parce que des sols hydromorphes, pas drainés,
on arrive aussi à des limites dans le système de tout ce qui est conservation des sols. En fait, les plantes ne poussent pas, parce qu'une plante elle a besoin d'eau pour pousser, mais quand elle a trop d'eau, elle ne pousse pas non plus. Donc si on veut sécuriser aussi, nous derrière, des marges, un revenu, une production suffisante, il faut justement joindre en général le drainage à l'irrigation. C'est souvent ce qu'on retrouve. Okay. Aujourd'hui, le groupe CODAF, c'est combien de personnes ? Alors aujourd'hui, le groupe CODAF, donc déjà c'est à peu près 12 sociétés, 200 collaborateurs au sein du groupe. Donc elle s'est développée, diversifiée en 55 ans d'existence, parce qu'au début c'était que du drainage à la base, hein. Et après elle s'est diversifiée pour faire face aux enjeux, au marché, puis à la demande qui était demandée, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez toujours autant de demandes sur du drainage, ou c'est quelque chose, c'est une activité que vous avez encore mais qui est moins prédominante que Non, par le passé ? on a toujours énormément de demandes. Après, on le voit encore cette année, hein, la demande elle s'est même accentuée. Après, bon, faut pouvoir être présent, parce que bon, on peut pas non plus intervenir dans des conditions qui ne le permettent pas sur le terrain. Surtout que là, cette année, on a un printemps qui est quand même assez humide. Donc je pense que même ceux qui étaient un petit peu réfractaires, certains au drainage, je pense qu'avec des années pluvieuses comme on a là, certains, ça va peut-être les pousser un petit peu à prendre la décision, quoi. Ouais, à passer le cap, ouais. Et est-ce que c'est possible de stocker l'eau qui sort de ces drainages, justement ? Alors oui, jusque-là, c'est vrai que jusque-là, les drainages qui ont été faits, moi, c'était le cas un peu sur ma structure initialement. Les drainages, en fait, étaient évacués. Donc c'est pour expliquer un petit peu le drainage, hein, c'est des tuyaux d'eau perforés qu'on met dans le sol, qui captent les excès d'eau. C'est bien l'excès d'eau, c'est pas l'eau dans sa globalité, c'est bien les excès d'eau pour être évacués vers des rivières, des cours d'eau, des fossés, pour pouvoir produire en face. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de mettre en place et en avant, c'est justement de récupérer ces excès d'eau-là pour être rebalancés directement dans des réserves d'eau collinaires, pour ensuite arroser des cultures comme le maïs ou le haricot ou d'autres cultures pour avoir un résultat. D'accord. Et alors sur ces cultures-là, leurs besoins en eau, ça se situe comment ? Parce que on sait que l'été, on voit souvent des cultures qui sont arrosées, mais est-ce que les besoins en eau, par exemple, d'un maïs, est équivalent à celui du blé ou du sorgho ou autre ? Alors, contrairement aux idées reçues, c'est sûr que le maïs demande de l'eau, mais moins en proportion qu'un blé, pardon. Alors évidemment, les besoins sont pas les mêmes au même moment. Le blé, pour faire simple, il a besoin de l'eau à la reprise de sa végétation jusqu'au remplissage du grain, quoi. Donc c'est en gros de mars-avril jusqu'à juin. Le maïs étant implanté au mois de... Bon, cette année ça va être un peu plus tard, mais au mois d'avril-mai, les besoins sont de l'ordre, ça va du stade 8-10 feuilles lorsqu'il fait sa programmation jusqu'à la floraison, donc juillet-août. Donc c'est sûr qu'il y a un aspect qui est visible par la population, alors qu'un blé, il est rare, je dis pas que ça n'arrive pas, mais il est plus rare qu'on arrose du blé que du maïs à proportion. Ouais. Les besoins en eau, le ratio c'est quoi ? C'est un tiers de moins ? Ouais, 25%. Ouais. Ok. Donc non, mais comme ça, je dirais les gens en sauront un peu plus quand ils verront, quand ils se baladeront, soit faire des randos ou partir en vacances. J'insiste sur le fait qu'il est quand même aussi important, parce que ça on ne le souligne pas suffisamment, d'avoir des couvertures l'été sur nos sols, pour éviter justement l'évaporation. Exactement. Ouais. Et parce que comme on disait tout à l'heure, l'eau c'est un cycle, et il est important, et ça on ne le dit pas assez, que les sols l'été soient couverts. Ouais. Et à une époque, alors bon, moi je le sais, mais je vais rebondir un petit peu là-dessus. Il y a des champs de maïs en fait sur lesquels il y a une bâche qui est au pied en fait de ces cultures-là. Oui. C'était justement pour limiter l'évaporation. Ouais, et accélérer surtout à la base le développement du maïs. C'est en fait une notion de température. Ouais, c'est pour accélérer le démarrage du maïs. Et ça a permis à des gens de semer, en gros, je vais pas rentrer dans les spécificités, mais de semer des indices plus tardifs, des variétés plus tardives, et d'optimiser des gains de rendement à la fin. Ouais. Et puis aussi d'être plus efficient dans le nombre de grains de maïs semés, d'avoir moins de pertes, de réduire un peu les charges aussi de ce côté-là. Après, il y avait des coûts qui sont quand même pas négligeables non plus. Donc c'est des choses qu'on retrouve un petit peu moins actuellement, je pense. Dans nos campagnes. Ouais. Après, je sais que ces films-là, ils ont été faits aussi en biodégradable, sur des formules un petit peu plus dans l'air du temps. En effet, il y a une évolution qui a été faite par rapport
aux premiers essais. Dans vos métiers, dans votre approche au sein du groupe La Codaf, est-ce que vous êtes confronté un petit peu au regard du citoyen ou des gens en fait quand vous faites un chantier, alors soit de drainage ou de retenue d'eau? Alors c'est vrai, comme on disait tout à l'heure, au niveau du drainage, en général ça se passe quand même plutôt bien. Après, en termes de retenue d'eau, comme ça a été évoqué tout à l'heure, aujourd'hui, de toute façon, tout ceci n'est pas fait dans le désordre ou n'importe comment. C'est soumis à un schéma départemental avec un aspect réglementaire. Donc aujourd'hui, on essaye d'expliquer au mieux les choses. Je pense que c'est aussi à nous de discuter davantage, de dialoguer davantage pour faire comprendre à la population l'importance de ces retenues-là, pour justement garantir une production, un revenu au niveau des agriculteurs, parce qu'il s'agit aussi surtout de ça. À la fin, c'est pas que produire pour produire, il faut aussi sécuriser un revenu et des marges au bout, quoi. Oui. Et puis aussi être capable de produire des végétaux en évitant leur stress, alors qu'il peut être hydrique ou thermique, Oui. Et de livrer en fait un produit qui est conforme aussi aux attentes du client, quoi. Et de qualité. Ouais. Et de qualité, hein, effectivement. Aujourd'hui, tout ce qui est économisé en termes de déchets ou de perte de production a un impact effectivement jusqu'au consommateur final, quoi. Quelles solutions vous avez mis en place ou vous souhaitiez mettre en place au sein du groupe Codaf? Est-ce que, je pense par exemple aux capteurs ou à des données ou à de la data, est-ce que ça peut aider en fait à gérer un petit peu ces connaissances-là et ces ressources-là? Alors nous, on va pas jusque-là en termes on n'a pas justement on travaille pas en fait sur l'évaporation du sol ou des choses comme ça en termes on travaille pas sur ça. Nous, par contre, ce qu'on veut essayer de développer, ce que je pense que c'est des choses à prendre en considération, c'est la valorisation de l'eau au niveau des maisons individuelles. Il faut qu'on planche plus là-dessus, je pense. Et au niveau aussi des industriels. Et aujourd'hui, on a une quantité de toits plats au niveau des industriels. Et le but, je pense que c'est essayer de valoriser le plus possible dans les années à venir cette eau, pour l'industrie, pour l'irrigation, je pense au golf, au terrain de foot, au jardin, mais individuel, même les besoins industriels en eau potable. Peut-être qu'il y a un circuit à trouver pour valoriser ces eaux de pluie pour, je sais pas moi, pour des industries spécifiques comme l'agroalimentaire. Ouais. Aujourd'hui, c'est des secteurs sur lesquels vous êtes déjà présent. Oui. Alors, vous êtes présent sur quoi? Sur l'agricole, l'industrie, l'agroalimentaire? Ouais. Et un petit peu le particulier. Petit peu de particulier, ouais, d'accord. Ouais. Ok. Et alors, comment vous souhaitez, pourquoi faire un focus un petit peu là-dessus? C'est pour répondre à une demande ou c'est pour rester focus sur votre métier historique? Parce que déjà, faut, comme je tiens à le souligner, la gestion de l'eau, c'est la colonne vertébrale du groupe Codaf. On gère les excès et les manques. Et je pense que c'est un enjeu demain qui va être crucial, l'eau, dans sa globale. Et c'est quelque chose sur lequel il faut absolument mettre l'accent, parce que de toute façon, on n'aura pas le choix. Je pense que ça va être obligatoire. En fonction des métiers ou des secteurs géographiques, est-ce que vous adaptez un petit peu l'approche que vous avez? J'imagine que dans la plaine ou dans le marais, peut-être que la gestion en fait du stockage de l'eau sera différente par rapport au bocage ou par rapport à d'autres secteurs géographiques, parce que vous intervenez sur toute la France. Oui. Comment vous avez un bureau d'études en fait qui vous permet de préparer les projets? Oui, alors après, il y a plusieurs choses. Ça dépend déjà aussi de la personne qui veut réaliser le projet, de l'agriculteur, là où il se situe, des productions qu'il souhaite mettre en avant. Et à partir de là, après, il y a une étude qui est faite par rapport à ses besoins d'eau annuels. Et après, il y a des dimensionnements de projets qui sont comment je vais vous dire ça, des projets qui sont en corrélation par rapport à ce que lui il souhaite aboutir, quoi. Donc c'est sûr que les études par rapport à ce que lui souhaite, par rapport aux productions qu'il souhaite faire, et tout ça en fait est amené, et puis après on essaye de trouver le meilleur compromis pour lui par rapport aussi je pense à l'aspect budgétaire aussi, ça rentre aussi en ligne de compte. Et c'est quelque chose qui est regardé. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte pour essayer d'amener le projet à son terme. D'accord.
Comment vous voyez le groupe Codaf demain? C'est qu'ils prennent encore un petit peu de taille pour répondre à toute cette demande-là, parce que j'imagine que au vu du nombre d'industriels qu'il y a en France, bon, même si aujourd'hui on déplore qu'il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent ou qui partent à l'étranger, ça va quand même représenter un marché assez conséquent. Comment vous allez faire pour répondre un petit peu à ces problématiques-là? C'est d'essayer de s'adapter au mieux au marché. Après, c'est d'essayer de se diversifier sur ce qu'on va pouvoir mettre en place. Après, tout dépend comment ça va évoluer, quoi. Ouais. Ça va... Ouais. Et aujourd'hui, les premiers contacts avec les industriels, avec l'optimisation de ces toits plats, c'est des choses que vous avez déjà abordées? Oui, il y a déjà des choses en place. Même nous, au sein du groupe Codaf, on est en train d'essayer de mettre, en interne, je parle, mettre en place des choses pour justement collecter l'eau pour une valorisation derrière, quoi. Et je pense que demain, ça va être quelque chose qui va être intéressant et qu'il faudra développer. Oui, effectivement, si vous l'avez déjà fait en interne, ça va vous permettre effectivement d'analyser un petit peu l'évolution de ces choses-là. Donc, ok. Bon, écoutez, c'est parfait. Je vais clôturer la session avec des annonces. Donc, je voulais remercier Alex et Guillaume à la technique. Moi, je vous donne rendez-vous le jeudi 13 juin pour parler canard et magret avec un chef étoilé et un live exceptionnel, parce que comme ça va être la dernière de la saison, on va essayer de vous préparer un petit truc sympa. Dans les dates à venir, comme c'est une émission qui était sur l'eau, la date à retenir, c'est le 5 juin en 2024. Le Co-Farming Tour organise la journée agribusiness sur le sujet gérer et optimiser les ressources en eau dans le secteur agricole. Et ça se passe du côté de Arras, si je ne dis pas de bêtises. Donc pour ceux qui veulent se rendre sur place et puis découvrir un petit peu ce truc-là, mais pas de souci. Erika, si tu as des annonces, c'est le moment. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Dis-moi tout. Alors tout à fait, vous pouvez me retrouver en fait sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, Facebook et YouTube. Donc c'est Erika, souvent avec un trait du bas, Robin avec un E. Erika c'est CKA, Robin. Et pour YouTube et Facebook, il faut rajouter musique derrière. Okay. Voilà. Et en termes d'actualité, si je peux me permettre, voilà, j'intègre une célèbre école de la voix en fait qui est basée à Aix-en-Provence, qui s'appelle le Dalida Institute. Et pour les gens de la région, en Vendée ou en Loire-Atlantique, il faut savoir qu'il y a encore un deuxième casting. Enfin, de toute façon, les castings ne sont pas terminés, mais que le casting physique à Nantes se passe le 14 juin. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de musiciens qui écoutent, mais en tout cas, on va relayer l'information. N'hésitez pas à relayer s'il y a des chanteurs, musiciens qui veulent tenter l'audition pour rentrer dans cette école, parce que c'est sur audition, donc le 14 juin à Nantes. Bon, on te laisse interpréter Pohon Saya. Pohon Saya, c'est ça. D'ailleurs, petite précision, c'est une chanson avec un refrain indonésien. C'est comme ça qu'elle est apparue. Et le refrain, donc Pohon Saya, ça veut dire mes arbres. Donc c'est vraiment une chanson sur le lieu ressource. En lien avec les bambous et le Patagonia. Avec la nature, Polonia, pardon. Ça marche. Merci, je te laisse les micros. À bientôt, au revoir. Merci. Si ta colère t'étonne quand sonne à notre porte les bruits incertains, pression du quotidien, viens on s'abandonne dans une forêt de pins où les rayons de la lune seront notre seule fortune. Pohon Saya, Pohon Saya. Pohon Saya, Pohon Saya. Quand ta colère est forte, je t'invite à voir plus loin, là où nos corps se moquent de tous les lendemains. Et parmi toutes les fleurs qui entendent nos prières, on fait de mal à personne si un peu on s'isole. Pohon Saya, Pohon Saya.
t'invite à déposer tous tes rêves inachevés dans une forêt de pins. Ils seront protégés, les rayons du soleil. Oh oui, ils seront bercés jusqu'à ce que tu viennes les chercher. Boun, Saya, Boun, Saya. L'émission Si nous s'aimions vous était présentée par CODAF, votre coopérative de drainage et d'aménagement territorial à Belvigny.